Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Île-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Tout de suite, le sommaire. 3 soirs de véritables spectacles au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison pour annoncer la saison culturelle 2012-2013. Des artistes, des photos, des extraits, réservation dès le 1er septembre. Un invité de marque à la bibliothèque intercommunale Aimé César de Villiers-le-Bel. Éric Orsena, auteur de 7 romans, partage sa passion littéraire en se prêtant au jeu des questions-réponses. Le festival Printemps de Parole de Marne et Gondoire s'est déroulé du 21 au 27 mai au programme du théâtre, de la danse, des arts, de la rue et de la musique. Les classes orchestres de 3 collèges de Cergy rencontrent un vif succès. Apprendre la musique, jouer d'un instrument et faire partie d'un orchestre, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Florence Ethno-Mathieu, vitrailliste à Saintry-sur-Seine, joue avec du verre coloré pour créer ce jeu de lumière et de couleurs, principale réputation des édifices religieux. Là, il est rose et la magie de la roseraie du Val-de-Marne. Son jardin, son théâtre, son musée, un lieu magique et source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Et nous terminerons cette édition par de nouvelles idées de sortie. On commence notre tour de l'Île-de-France dans les Hauts-de-Seine pour la présentation de la saison culturelle du TAM, le théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison. 3 soirées spécialement mises en scène pour les 3000 adhérents avec à la présentation Jean-Claude Derry, le responsable de la programmation, et à la participation de nombreux artistes sur scène. Une idée originale pour annoncer les 70 spectacles de la saison 2012-2013 dont les réservations débuteront le 1er septembre. Sarah Boutin de Rueil TV nous dévoile les secrets de la prochaine saison. Bonsoir. Un très bon moment, c'est très très drôle. C'est devenu un spectacle à part entière. Pendant 2 heures, 3 soirs consécutifs au milieu d'un décor de café-théâtre, Jean-Claude Derry va faire le show. C'est incroyable, il l'a dit d'ailleurs, c'est la femme que j'ai le plus aimée au monde, alors qu'il en a aimé beaucoup. Enfin, Joséphine s'est bien rattrapée aussi. Il devrait faire du théâtre. Hein. C'est aussi la façon de démontrer que c'est pas programmé par hasard, c'est pas programmé pour les motifs financiers, c'est aussi programmé pour mettre en avant la qualité, la recherche des gens et la découverte. Responsable de la programmation du théâtre André Malraux, cet amoureux de la scène présente lors de ce mois de mai à ses quelques 3000 adhérents la saison 2012-2013. C'est une compagnie du Festival d'Avignon. Parmi tous les spectacles de théâtre, de musique, de cirque et de danse proposés, il y a bien sûr les têtes d'affiche comme Alain Souchon, Line Renaud, Dominique Pinon ou Bruno Solo, les fidèles comme Julien Clerc ou encore Serge Lama qui, à l'occasion des 40 ans du théâtre André Malraux en 2013, va honorer la scène. Parce que c'est lui qui a inauguré le théâtre il y a 40 ans. Voilà. C'était le 18 mai 1973, inauguration de l'ELAM, comme ça s'appelait à l'époque, et c'est Serge Lama qui inaugurait le théâtre. Et pour fêter dignement ces 40 ans, on lui a demandé de revenir. Et dans l'année, on aura des rendez-vous, je dirais, assez exceptionnels, qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu cette circonstance. Je pense notamment à la venue de Nathalie Dessay, la compagnie Aïe et Tout, qui viendra danser les grandes chorégraphies de Alvin Ailey. Ça, c'est absolument sublime. Et dès septembre, la saison s'ouvre avec ses pièces inédites qui s'inscrivent dans le cadre du Jubilé impérial. Et ce sera une pièce dialogue à partir des lettres que Napoléon a écrites à Joséphine, à partir des mémoires de contemporains de l'époque, Joséphine va être interprétée par Natacha Hamel, magnifique et superbe comédienne. Mais plus que des grands noms, l'ambition du théâtre André Malraux et de son chef d'orchestre Jean-Claude Derry, c'est avant tout de faire découvrir de nouveaux talents, ces pépites de petites compagnies appelées à jouer dans la cour des grands. Ce sont les compagnies qui trinquent. Moi, je vois bien quand je les appelle et tout, ils sont désespérés, ils n'ont pas de boulot, ils ont 4 dates, 5 dates. Là, les spectacles s'annulent les uns après les autres en ce moment parce qu'il n'y a pas cette date de tournée. C'est dramatique. Le coup de cœur, c'est vraiment dans l'esprit de Rueil-en-Seine où on fait découvrir aux gens des spectacles totalement méconnus, hein, comme le Repas des Fauves qui aujourd'hui mène une carrière internationale, qui en est à 600 représentations et qui a démarré à Rueil un peu grâce au TAM. Donc ça c'est vraiment des événements forts que j'aime perpétuer.
Pour faire leur sélection parmi les quelques 70 spectacles proposés entre septembre 2012 et avril 2013, les adhérents et amoureux du théâtre ont jusqu'au 1er septembre prochain, date du début des réservations. Il faut qu'on potasse. Mais il y a énormément de spectacles intéressants, donc il faut qu'on choisisse. On continue dans le Val d'Oise, à Villiers-le-Bel, où l'écrivain et membre de l'Académie française Éric Orsena était l'invité de la bibliothèque intercommunale Aimé César. L'auteur de nombreux romans et ouvrages scientifiques a partagé ses passions qu'il doit à sa famille. La littérature, mais aussi les voyages, la mer et la musique, qui tiennent une place essentielle dans sa vie et dans ses livres. Angélique Boilet de VOTV l'a rencontré. Exceptionnellement, la bibliothèque garde ses portes ouvertes ce soir. Et pour cause, c'est un invité de marque qu'elle accueille, Éric Orsena, écrivain et membre de l'Académie française depuis 14 ans. Il aura fallu plus d'1 an à la bibliothèque pour arriver à faire venir ce globe-trotteur jusqu'à Villiers-le-Bel. Moi, j'ai la chance de pouvoir me promener, de rencontrer des tas de gens et d'aller dans des tas de pays du monde et de voir des tas de tensions et des tas de merveilles dans le monde. Mais en même temps, il faut revenir dans des endroits précis. Et j'aime bien Villiers. J'aime bien Villiers-le-Bel parce que c'est l'exemple même de la ville où il faut sans arrêt tisser avec des populations différentes. L'auteur de 7 romans et d'ouvrages plus scientifiques s'est prêté au jeu des questions pendant près de 2 heures, avec un intérêt sur son travail d'écriture. Il vous dit un peu son parcours, il vous explique les pays, comment il élabore un livre. Oui, ça c'est intéressant quand même, hein. Sa façon de voir, de penser, c'est ça, c'est mon regret, c'est que ça n'a pas été suffisamment développé. Pas suffisamment développé, car très vite, le public sollicite l'éclairage de cet ancien conseiller d'État sur des thèmes aussi larges que l'éducation, la situation en Afrique ou encore l'avenir de la planète. C'est quelqu'un qui peut brasser énormément de sujets, qui est très curieux. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est son éclectisme aussi. Et les gens, effectivement, ils ont envie il y a une espèce de soif d'apprendre de quelqu'un, effectivement, qui est académicien, conseil d'État, qui a croisé des politiques, qui voyage, qui a un amour de la littérature. Enfin, il est au carrefour de plein de choses, quoi. Une analyse donnée en toute simplicité et en toute modestie, ce qui a séduit cette habitante de Garges-les-Gonesse. Je suis subjuguée par le personnage, d'avoir autant de casquettes, autant de talent et d'être si simple, très abordable. On peut discuter comme si c'était un voisin de palier. À la fin de cette rencontre, certains n'ont pas pu s'empêcher d'immortaliser l'instant, sur papier bien entendu. Retour en images en Seine-et-Marne avec la 9e édition de Printemps de Parole, le festival annuel de toutes les expressions artistiques de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire. Il s'est déroulé du 21 au 27 mai, une occasion d'assister à de réjouissants spectacles de plein air et de rencontrer de nombreux artistes, et notamment une clown conférencière et des chanteurs ch'tis. Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77 nous les présente. En pleine rue à Pomponne, Colette Gommette exprime ce qu'elle pense d'une manière un peu brusque. C'est bien le côté magique du clown, être là pour faire ce que personne n'oserait faire dans la vraie vie. Je saute à la fois sur les gens, puis à la fois je mets un petit peu de temps, enfin, je suis très en observation de ce que les gens, du moindre sourcil qui se lève, du moindre petit mouvement de recul ou de petits mouvements avancés. C'est avec tout ça que je tisse aussi dans la relation avec les gens. Donc ce qui fait que ça me permet d'être assez, je pense, assez juste dans l'instant présent. Mais au fait, qu'est-elle venue nous raconter? Ce clown s'exprime par grognement et onomatopée. Elle s'improvise conférencière et elle veut nous mettre visiblement en garde contre les dangers de la malbouffe. Mais entre les bonnes intentions et la réalité, il y a de la marge.
Je sais plus ce qui est bon, si c'est la carotte ou l'hamburger. Ouais, j'aime beaucoup. Très sympa, très simple, très sympa et efficace. Edin, le deuxième se passe à Damar, dans un gymnase bien au chaud en intérieur. C'est bien le seul de la liste pour un festival qui est d'ordinaire joué en plein air. Après tout, c'est peut-être les ch'tis qui n'ont pas compris la règle. Ces messieurs-dames sont en effet du Nord-Pas-de-Calais et un peu stressés. Ah, c'est affreux. On est bien content d'être ici, hein, en tout cas. On espère que vous aussi, hein. Ça va, c'était bien l'autre spectacle? Et c'est là qu'on se demande ce que le spectateur est allé faire dans cette galère, quand tout à coup... Comme un petit pocham, un gros rouge, t'aimeras du chagrin, si tu n'as pas Les comédiens sont donc aussi chanteurs et le récital se veut lyrico-stylisant. Issu du répertoire populaire du nord de la France, c'était même une manière de lui rendre hommage. L'idée c'était ça, c'était de prendre des chansons très connues, en tout cas chez nous elles sont très connues, et de les faire réentendre de manière à ce que les gens les réécoutent pour de vrai. Ce qu'il y a de bien avec les ch'tis, c'est qu'on en a pour son argent. En même temps c'est gratuit, printemps de parole. Mais enfin, rien que pour mon petit quinquin, ils ont joué cette couplet. J'y dirai des fariboles, il me répondra des drôles. Enfin, chacun verra deux pestacles au lieu d'un. On repart dans le Val d'Oise à la découverte du dispositif des classes orchestres sur Cergy. Né de la volonté politique de la mairie de faire découvrir la musique aux élèves de la ville, 3 collèges proposent d'apprendre à jouer d'un instrument sur 2 heures de cours supplémentaires par semaine et de faire partie d'un orchestre. Plus d'explications avec Marie Pré de VOTV. Apprendre à jouer d'un instrument de musique et participer à un orchestre, voilà ce que proposent 3 collèges de Cergy. Le principe est simple, les élèves qui participent à la classe orchestre ont 2 heures de musique supplémentaires dans leur emploi du temps. C'est Olivier Demontron, chef d'orchestre, qui dirige ces classes depuis maintenant 3 ans. Ce dispositif est en fait implanté dans 3 collèges de la ville. Dans chacun de ces collèges, il y a 3 classes, ce qui fait 9 orchestres en tout. Et il y a aussi une harmonie au centre musical municipal qui accueille les anciens élèves des classes orchestres. Donc quand ils finissent le dispositif à la fin de la 3e, ceux qui veulent continuer peuvent continuer à pratiquer au sein d'un orchestre d'harmonie équivalent au centre musical municipal. Chaque élève est volontaire pour s'engager dans cette aventure musicale. Ils ont tous des raisons différentes d'intégrer cette classe, mais le but reste le même pour tous, apprendre tout en s'amusant. En fait, on m'avait dit l'ambiance elle était bien. On s'amusait bien, on faisait des morceaux qu'on pouvait choisir nous-mêmes. Et en même temps, il y avait envie d'apprendre à jouer un instrument. Les partitions de l'hymne à la joie, l'aventurier d'Indochine ou encore TikTok de Keisha et bien sûr des morceaux plus classiques sont proposés aux élèves. Cette diversité des choix musicaux favorise l'apprentissage mais également leur perception de la musique. Déjà, l'éveil musical, c'était intéressant. Puis j'étais plus motivé, j'avais plus de dynamique de travail. Tout ça. Les instruments sont prêtés aux jeunes musiciens par la ville de Cergy durant les 3 ans de formation. Les collégiens finiront l'année par des représentations le 9 juin lors de la fête de quartier des Hauts de Cergy ou encore la fête de la musique le 21 juin prochain. Direction l'Essonne, à Saintry-sur-Seine, à la rencontre de l'artisan vitrailliste Florence Ethno-Mathieu. À la fois artiste et technicien du verre coloré, le vitrailliste joue sur la transparence du verre et la lumière de l'environnement. Une dizaine d'étapes sont nécessaires à la réalisation complète d'un vitrail. Découpe, coloration, peinture. Florence nous fait partager la passion de son métier au micro de Martine Guégan de Téléson. Le métier que j'exerce actuellement, c'est le métier de vitrailliste.
Donc ça consiste en création, restauration de vitraux. Je fais que des vitraux traditionnels au plomb avec des verres soufflés à la bouche. Donc c'est que du verre artisanal aussi que j'utilise. Et donc je réalise des commandes soit pour des particuliers, soit pour des communautés, des mairies, des entreprises, enfin peu importe. Je reste avec des vitraux très classiques. Parce qu'il y a pas mal d'ateliers autres que je connais, des collègues, qui font des choses beaucoup plus modernes. Moi, ce que j'aime, c'est les vitraux Moyen-Âge quand même, avec beaucoup de peinture. Donc non, je ne crois pas que je sois à la pointe pour moderniser le vitrail, parce que c'est pas ma préférence. Ma préférence, c'est vraiment la peinture en plus. Donc peindre sur les verres. Donc je ne vais pas faire un assemblage de petits morceaux de verre de couleur. Sauf évidemment, en cas de commande, je suis bien obligée de le faire, comme là, cette commande que je suis en train de réaliser là. C'est un vitrail assez moderne. Il n'y a pas tellement de peinture, mais bon, c'est la demande du client, donc je suis bien obligée de suivre. J'ai commencé en fait à pratiquer ce métier il y a 10 ans, après une formation chez un maître verrier dans l'Essonne aussi. Et je me suis installée, j'ai créé ma société en 2006 seulement. Je n'ai pas toujours été vitrailliste, en fait j'ai fait l'école des arts appliqués et métiers d'art à Paris, Olivier de Serres, mais dans la section design textile. J'étais designer textile, donc rien à voir avec les vitraux. Je pense que c'est une question de maturité. On est trop jeune quand on passe ce concours, on ne sait pas trop. En plus, on se dit qu'il faut un métier qui va donner des débouchés financiers, parce que bon, même si on fait de l'art, il faut quand même en vivre, essayer d'en vivre du moins. Donc on se dit que les choses qui sont plus appliquées à l'industrie, il y aura peut-être plus de débouchés, comme le textile, la création textile. Ce qui n'a pas été le cas du tout d'ailleurs, parce que tous les ateliers de création textile ont fermé et j'ai subi un licenciement économique dans les 6 mois qui ont suivi. Je ne m'ennuie jamais. Pour moi, c'est pas vraiment comme un travail. Parce que je suis dans mon atelier aussi bien le dimanche que le samedi. Je n'ai pas un horaire, je viens ici la plupart du temps. J'y passe beaucoup de temps. Petit tour en Val-de-Marne, à La Haye-les-Roses, à la visite d'un célèbre jardin romantique. Fondée en 1894, la roseraie du Val-de-Marne est le premier jardin entièrement consacré aux roses. Selon la mythologie grecque, c'est la déesse des fleurs Chloris qui créa la première rose. Aujourd'hui, ce lieu, avec son théâtre et son musée, reste magique et inspire de nombreux artistes, musiciens, poètes, peintres et photographes. Visite guidée avec Marie Urbain de TVM Est Parisien. Donc ça, c'est des horticoles modernes. C'est une roseraie classique, à la française. Un petit jardin où toutes les couleurs, les odeurs et les variétés de roses se développent. Voici la roseraie du Val-de-Marne, à La Haye-les-Roses. C'est un écrin où sont présentées plus de 3200 variétés différentes de roses. Donc pour nous, c'est un conservatoire de roses anciennes qui est unique au monde, qui échange avec d'autres collections. C'est aussi un jardin inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc un patrimoine au niveau historique, au niveau botanique, que nous cherchons absolument à préserver. Un havre de paix. Un jardin centenaire créé en 1894 par Jules Gravreau. D'un petit potager, cet homme en a fait une collection faite uniquement de roses. Avec près de 15 000 pieds, c'est Patrice Lemoine qui est en charge de ces fleurs. De simple jardinier, il est aujourd'hui responsable technique de la roseraie. On est dans un cadre absolument féerique. Hein. Un peu comme lieu de travail, on peut guère trouver mieux. C'est absolument sublime, surtout à la période de juin, où là vous avez la floraison, le summum de floraison. Je vous conseille de venir entre le 5 et le 10 juin. Mais la roseraie mérite d'être vue aussi à toute saison, aussi bien au printemps, à l'automne ou en hiver. Ici, toutes les roses du monde ont leur place. De la rose gallique à la rose d'Extrême-Orient ou encore les rosiers botaniques. La roseraie accueille des roses japonaises, ouzbèques, espagnoles, mais aussi des néo-zélandaises. Et surtout,
des Françaises. Ce qu'on appelle la reine des fleurs, même si des fois on pourra trouver qu'il y a encore des fleurs plus belles comme les orchidées, mais il y a une diversité, une palette de variétés d'espèces dans le genre rosa qui font que vous avez des roses, quand vous les voyez en fleurs, vous n'irez jamais dire que c'est une rose. Car la rose ne se contente pas d'être ce que vous voyez chez les fleuristes. Vous avez des variétés de roses à 4 pétales, comme le Sericea pteracantha. Vous avez des roses simples, des roses doubles. Vous avez des roses très grosses et des roses tout à fait miniatures. Donc, vous n'avez pas 2 roses pareilles. C'est ça qui est intéressant, c'est la diversité du genre rosa. Voilà. Comme ça, on verra si vous connaissez la roseraie. Paris, c'est la rose. Pour reconnaître une belle rose, 4 critères. La qualité végétative, la qualité de la forme de la fleur, la résistance aux maladies et surtout son parfum. Avant de se quitter, écoutons les conseils de cet horticole hors pair. Le rosier se plante de novembre à mars, mais je conseillerais plutôt de planter vers novembre ou décembre. Beaucoup de gens ont tendance à arroser le soir. Personnellement, je préfère l'arrosage du matin, c'est avant le lever du soleil. C'est là où la température extérieure se rapproche le plus de l'eau du robinet. Donc vous avez un choc thermique qui est beaucoup moindre. Car le soir, vous avez encore toute la chaleur de la journée. Et si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut aller visiter la roseraie, vous pouvez toujours profiter du parc de l'Haye-les-Roses. À 15 minutes de Paris, les pergolas et les senteurs estivales et uniques valent le détour. Une première idée de sortie en Essonne, à Massy, où le centre social APMV organise la fête du printemps ce samedi 2 juin. Au programme Jeux médiévaux, concerts de musique et démonstrations de danse. Les associations impliquées sur cet événement sont en pleine répétition. À cette occasion, nous avons rencontré Marie-France Robet, professeure de danse rock acrobatique, qui nous explique cette discipline au micro de Giuseppe Baggio de Téléson. Pourquoi vous, personnellement, vous avez choisi cette discipline de rock acrobatique ? Eh bien parce que mon mari était coureur, moi j'étais danseuse et que nous avons essayé de trouver un compromis entre les deux qui soit de la danse en faisant du sport. Et nous nous sommes entraînés pendant de nombreuses années et à force d'aller à Paris, on en avait assez de faire des trajets pour aller à Paris pour s'entraîner tard le soir et on a créé un club qui soit plus proche et accessible aux Essonniens. Danse Rock Association, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années, qui fait pas mal de danses, donc rock, salsa, danse de salon, country, tango argentin, claquette, bachata, rock acrobatique, qui fait de la danse, initiation à la danse pour les enfants à partir de 4 ans, donc toutes les danses. Et on fait aussi du trampoline pour les filles qui font du rock acrobatique. Ici à Massy, au gymnase de la Poterne, Marie-France Robet prépare ses danseurs pour les démonstrations et compétitions de danse de rock acrobatique. Le rock acrobatique est une discipline sportive, donc c'est un sport de démonstration. Ce n'est pas un sport qui se danse en soirée ou dans son salon. C'est un sport qui se fait à la fois en compétition et en spectacle. Il faut être dynamique, mais surtout il faut beaucoup de synchronisation entre les couples. Plusieurs mois de travail sont nécessaires pour gagner en souplesse et des obstacles à surmonter. La difficulté, c'est d'avoir confiance en son partenaire pour les danseuses, déjà. Ensuite, pour les danseurs, c'est de maîtriser... Les filles sont plus axées chorégraphie, les danseurs plus sport. Donc il faut arriver à coordonner les deux, à savoir à la fois tout ce qui est pas de base et chorégraphie, qui est une difficulté plus pour les danseurs, et acrobatie, où les filles sont en l'air, où il faut qu'elles apprennent à avoir des repères dans l'espace pour maîtriser leur corps et maîtriser les acrobaties. Maîtriser le corps, maîtriser les acrobaties, les mouvements sont précis. Il s'agit d'un entraînement permanent. C'est du travail. Les élèves qui ont commencé, que vous voyez là, ont commencé il y a 1 an. Et il y a un couple qui a commencé en mai l'année dernière et l'autre couple qui a commencé fin novembre. Donc c'est ce qu'ils sont arrivés à faire en même pas une année.
Rendez-vous samedi 2 juin avec plusieurs démonstrations de danse rock acrobatique à Massy-Vilaine dans le cadre de la fête du printemps organisée par le centre social APMV. Une deuxième idée de sortie dans les Yvelines cette fois, où le château de Versailles présente l'exposition Splendeur de la peinture sur porcelaine jusqu'au 9 septembre. Cette exposition est consacrée à un des peintres les plus doués de la manufacture royale de porcelaine au XVIIIe siècle. Il s'agit de Charles-Nicolas Daudin. Beaucoup de ses œuvres ont figuré dans les plus grandes collections d'œuvres d'art. C'est un reportage de Johanna Soudry de TV-Fil 78. C'est la première fois que l'artiste Charles-Nicolas Daudin fait l'objet d'une exposition. Le talent de ce peintre de la manufacture de porcelaine de Vincennes-Sèvres a séduit Marie-Laure de Rochebrune, commissaire de l'exposition au château de Versailles. Charles-Nicolas Daudin est avant tout un Versaillais. Il est né tout près du château en 1734. Il ne se destinait pas du tout à la peinture de porcelaine puisqu'il a étudié le génie militaire et il est rentré sans doute un peu par hasard à la manufacture royale de porcelaine de Vincennes en 1754. La manufacture alors basée à Vincennes sera transférée 2 ans plus tard à Sèvres. Daudin y exercera son métier de peintre pendant 50 ans en décorant vases, pièces de service ou encore plaques de porcelaine. Il y a des supports tout à fait plans, comme les plaques de porcelaine. Il y a des supports, au contraire, avec des lignes très courbées, très cambrées, certains vases notamment. Et c'était un véritable exploit de peindre sur ces surfaces contournées. Parmi l'œuvre de Daudin, des vases ayant appartenu aux rois Louis XV et Louis XVI, aujourd'hui conservés par la reine d'Angleterre. À noter également des pièces à décor chinois, réalisées essentiellement pour Madame de Pompadour et Louis XV. Dans un premier regard, on pourrait penser que c'est une exposition classique. Or, je pense que c'est une exposition très nouvelle, en ce sens qu'elle maintient la relation avec la tradition française, l'art de vivre, le goût français. Un style français admiré dans le prolongement de la visite classique des grands appartements jusqu'au 9 septembre. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France. Et moi, je vous dis à très bientôt.